Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Thiébilé Dramé, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi. Votre pays est en proie depuis de nombreuses années aux groupes djihadistes dans le nord, dans le centre, même parfois dans le sud. Ces derniers mois, on a aussi vu des affrontements intercommunautaires, notamment entre les Peuls et les Dogons. Il y a eu plusieurs épisodes, notamment le 23 mars à Ogosagou, où il y a eu de très nombreuses victimes. Le président a affirmé qu'il n'y avait pas de risque de conflit interethnique, mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'on n'est pas passé d'un affrontement avec des groupes terroristes à un risque de guerre ethnique au Mali? Le Mali est un vieux pays, c'est une vieille nation, un pays de vieille civilisation où il y a un brassage réel entre les différentes communautés nationales. Nous ne connaissions pas ces violences entre les communautés. Elles sont en réalité le fruit d'une stratégie des groupes terroristes qui veulent mettre le feu au pays en opposant les communautés les unes aux autres. La principale menace que le Mali connaît aujourd'hui, c'est la menace terroriste, qui de divers groupes, les uns se réclamant d'Al-Qaïda, les autres se réclamant de l'État islamique, opèrent sur le territoire malien, au nord-est et au centre du Mali en particulier. Je crois que c'est eux qui veulent mettre le feu au Mali. Mais ils semblent y arriver. Non, fort heureusement, je pense qu'il y a eu quelques éruptions de violence, mais la réaction des pouvoirs publics, de l'opinion nationale malienne, fait de sorte que aujourd'hui, je touche du bois, j'espère que nous nous engageons dans une voie d'apaisement. Parce qu'à côté de l'action militaire, vous savez que le gouvernement a initié une approche politique par la création d'un cadre politique de gestion de la crise du centre, par la nomination d'un secrétaire permanent et par la désignation par le président de la République d'un haut représentant chargé du centre du pays. Toute décision qui indique très clairement une forte volonté politique des autorités nationales de gérer cette crise-là et de faire en sorte que nous ne soyons pas débordés par ceux qui, depuis 2012, cherchent à détruire ce pays. Mais là, quand même, cette utilisation, comme vous semblez le dire, des différences ethniques ou des tensions entre les communautés, c'est un phénomène nouveau qui vous a quand même pris par surprise, visiblement, puisque les groupes terroristes, vous les connaissez, vous les combattez depuis longtemps avec l'aide de la France et d'autres pays. Là, le gouvernement a été, semble-t-il, pris de court par ces massacres. On parle quand même de massacres. Si vous voulez, nous sommes confrontés depuis 2012 à une guerre qui nous est imposée par le terrorisme international, par les représentants de ces divers groupes. La crise du centre, c'est le prolongement direct de la crise du nord. C'est le nord du pays qui a d'abord été occupé par AQMI, le Moujao, et cela s'est étendu au centre du pays. Une bonne partie du centre s'est retrouvée sous le joug du Moujao. Ce mouvement est aujourd'hui oublié, mais les conséquences de ces actions demeurent et sont dangereusement vécues par les populations. Alors, quand ces éruptions de violence ont commencé, nous en étions à une insurrection djihadiste sous la forme de Katiba du Massina ou de groupuscules dont les liens aujourd'hui sont clairement établis avec l'État islamique, surtout ceux qui opèrent dans le Gourma malien au sud du fleuve Niger. Le gouvernement a pris la mesure de la situation. Et c'est pourquoi différentes initiatives sont en cours. Y compris des renforcements militaires. Absolument. Non seulement une action militaire pour faire baisser la tension, non seulement obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies que la MINUSMA, la force onusienne présente au Mali pour le Nord, puisse avoir une présence accrue au centre du pays. Ça a été acté? C'est acté, c'est décidé par la dernière résolution du Conseil de sécurité. Donc vous attendez des actions de la MINUSMA dans le centre? Très précis. Déjà, la MINUSMA est sur le terrain et nous attendons qu'elle ait une présence beaucoup plus accrue aux côtés de nos forces. Le problème, c'est aussi ces milices dont on a parlé. On a parlé dans le massacre de Ogosagou de cette milice, d'Annan Ambasagou, qui a été dissoute apparemment au mois de mars. Elle dit non, nous ne sommes pas dissous. Et donc ça pose la problématique de l'autorité de l'État. Puisqu'il y a des milices, il y a des groupes, vous les dissolvez, mais ils disent non. Ce qui se passe, c'est qu'au commencement, il y avait des groupes d'autodéfense.
pour défendre les communautés face aux actions des groupes terroristes. Soutenus par les autorités, donc. Face aux actions des groupes terroristes, je pense que c'est extrêmement important. Donc, ces groupes d'autodéfense ont pu commettre ça et là des actions qui sont répréhensibles, qui ne sont pas acceptables. C'était donc une erreur de les soutenir. Écoutez, oui, les communautés veulent se défendre. Mais pas tuer les autres. Bien entendu, personne n'approuve ce qui s'est passé à Ogossagou. Donc il faut les dissoudre ou pas? Ce qui s'est passé à Ogossagou. Écoutez, si elles continuent dans les dérives constatées à Ogossagou ou à Sobanda, il est évident que des mesures fortes doivent être prises pour les contenir. Mais si elles reviennent à leur mission d'autodéfense, si elles reviennent dans une logique de paix, comme elles semblent s'y être engagées depuis la première semaine du mois de juillet, à la suite de la visite du chef du gouvernement et des initiatives prises par le secrétaire permanent chargé du cadre politique de gestion, il est évident dans ce moment-là que c'est une initiative dynamique de paix qu'il faudra observer. Parce que certains de ces groupes parlent au nom des communautés qui aspirent à la paix. D'accord, mais cette milice qui a été pointée du doigt dans ce massacre au mois de mars, si aujourd'hui elle dit non, mais on a fait une bêtise, mais maintenant on n'en fait plus, elle ne sera pas dissoute, c'est ce que vous voulez dire? Ou est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir des conséquences à ces actes? Il n'y aura pas d'impunité parce que des enquêtes sont en cours. Et de nombreuses interpellations ont été effectuées par le procureur antiterroriste. Et donc, des dizaines de personnes ont été entendues. Certaines sont gardées, sont détenues à la prison de Mopti. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas d'impunité. Cela dit, si les dirigeants, les acteurs locaux prennent conscience qu'il faut aller vers la paix, et qu'il faut se donner la main, qu'il faut résoudre les difficultés qu'il y a. Mais précisément, c'est ce que recherche le gouvernement en cherchant à apporter une dimension politique, en adoptant une approche politique pour gérer cette crise. Alors, à propos de tendre la main, je dois le rappeler, vous êtes ministre, mais vous avez été un opposant farouche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez, par le passé, prôné justement le dialogue, y compris avec certains leaders djihadistes, pour ramener la paix. On pourrait prendre un exemple qui se passe en ce moment. En Afghanistan, les Américains ont fait la guerre pendant des années. Aujourd'hui, ils parlent aux talibans. D'abord, un opposant déterminé, je le confirme, mais dans la courtoisie. Et aujourd'hui, dans le respect, ce qui permet aujourd'hui que nous nous retrouvions, parce que cette opposition ferme, déterminée, s'est faite dans la courtoisie et dans le respect des uns et des autres. Maintenant, parlons des positions que j'avais en tant qu'opposant. Je dis, et je le répète, au jour d'aujourd'hui, la position du gouvernement de la République du Mali, partagée par nos voisins, c'est qu'il n'est pas envisagé de dialogue avec ceux qui écument le centre du Mali, le nord-est du Mali, avec donc ces groupes dont vous parlez. Il y a Akrali, Amadou Koufa, il n'y a pas d'exception. À ce jour, c'est la position du gouvernement de la République du Mali. Position partagée par nos voisins et nos partenaires. Je pense que pour l'instant, il est bon de s'en tenir là. Parce qu'en la matière, il n'y a pas de position personnelle qui prévaut. En la matière, il n'y a pas de position personnelle, il n'y a pas de position partisane qui prévaut. C'est la position de l'État malien. Et c'est une position qui n'est pas propre à l'État malien. Elle est partagée par nos voisins dans le cadre du G5 Sahel. Et je pense que c'est extrêmement important donc de s'en tenir à cela pour le moment. Le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a donné plusieurs interviews à l'occasion de la fête nationale ici le 14 juillet. Et il a dit, sans l'opération Barkhane, les États du Sahel, je le cite, s'effondreraient sur eux-mêmes. Votre réaction? Moi, je pense que notre pays, comme la sous-région, ont besoin des forces internationales qui opèrent aujourd'hui. Je sors d'une réunion... Sans cela, ils s'effondreraient sur eux-mêmes? Je pense qu'il y a un effort interne réel qu'il ne faut pas négliger non plus, que les armées nationales font face, que nos peuples paient un lourd tribut et consentent d'importants sacrifices pour faire face à la guerre qui nous est imposée. Donc c'est une conjonction des efforts de nos partenaires, de nos amis, avec nos efforts internes, les efforts de nos armées et de nos peuples qui permettent de faire face à la situation actuelle. Sans eux,
le Mali s'effondrerait, disparaîtrait en tant qu'État? Je ne parlerai pas comme ce chef d'état-major français. Je dis simplement que cette région a besoin des forces internationales. Et que ceux qui, dans nos pays, souhaitent le départ de ces forces internationales devraient faire attention à ce type de revendications parce que ce sont des demandes émises par l'EIGS, par AQMI, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc il faudra faire attention à ne pas avoir les mêmes revendications que ceux qui souhaitent aujourd'hui détruire nos pays. Dernière question, très rapidement. Le G5 Sahel, on voit que c'est difficile au niveau du financement, au niveau des armes, notamment les équipements lourds. Il y a une volonté, semble-t-il, d'élargir le cadre. Il doit y avoir un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest en septembre. Est-ce que vous pensez que c'est un meilleur cadre pour agir contre le terrorisme? Je pense que la CEDEAO a eu dans le passé un volet sécurité et défense qui a eu des résultats importants. Et qu'aujourd'hui, au regard de l'extension de la menace terroriste au-delà du G5 Sahel, il est pertinent que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent. Et c'est la décision qu'ils ont prise et qu'il faut y associer ceux de nos voisins qui ne font pas partie du G5 de la CEDEAO, comme le Tchad et la Mauritanie. Je pense que c'est important d'avoir une approche globale sous-régionale pour traiter une menace qui dépasse le cadre de 4 ou 5 pays. Merci beaucoup Thierry Dramé d'être venu sur le plateau de Merci. France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Merci beaucoup. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a 50 ans, l'Amérique réussissait le pari fou de faire marcher pour la première fois un homme sur la Lune. À l'occasion de cet anniversaire, Cap Amérique a eu accès aux coulisses de cette entreprise. Retrouvez-nous cette semaine dans une émission très spéciale dans les coulisses de la NASA. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com.